Alors, le service phare, c'est une administration qui agrée et subsidie différentes structures en lien avec le handicap pour les Bruxellois francophones et où les personnes qui veulent accéder à ces différentes structures doivent s'inscrire chez nous pour avoir une reconnaissance de handicap et également pour qu'on les conseille et les oriente pour avoir la meilleure aide possible à Bruxelles. Alors, le principe, c'est vraiment un salon de mise à l'honneur de tout ce qui est relatif à la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap. Et donc, tout type de handicap et, on va dire, tout âge, en sachant que par rapport au droit et au travail du consentement ou des choses comme ça, on s'adresse quand même plus à un public adulte quand ils veulent effectivement exercer leurs droits. Maintenant, tout ce qui est sensibilisation sensibilisation et accompagnement se fait également par les professionnels depuis le plus jeune âge. Et du coup, ce salon-là s'adressait aussi principalement aux professionnels du public jeune, mais également il y avait énormément de personnes adultes qui venaient visiter ce salon et qui venaient se renseigner sur leurs droits, leurs devoirs et qui faisaient plein d'ateliers ludiques et éducatifs, pédagogiques pour pouvoir voir par exemple comment on doit s'habiller pour plaire, comment on peut se coiffer, tout ce qui était l'hygiène aussi personnelle, l'hygiène intime. Tout ça, c'est des choses importantes dans la relation, qu'elle soit amoureuse ou pas. On expliquait aussi, il y avait des stands où on pouvait voir ce que c'était un préservatif, où on pouvait voir aussi comment fonctionnait le corps au niveau du désir. Il y avait des stands aussi qui expliquaient tous ces désirs d'être parent, tout ce qui était en lien avec la parentalité, tout ce qu'on pouvait mettre en place par rapport à ça. Moi, je tenais un stand plus sur l'aspect lié au droit et donc il ne peut pas décider à ta place. Donc voilà, c'est tous des sujets qu'on aborde dans un jeu qu'on a fait qui est en général présenté par les éducateurs ou les responsables pour expliquer tous ces droits-là aux personnes en situation de handicap quand elles ont des envies et des désirs d'être amoureux ou d'habiter avec sa petite amie ou d'avoir des relations sexuelles ou d'utiliser des sextoys qui existent parfois. Et ce qui est fait par certains services, c'est de pouvoir accompagner les personnes qui ont ce désir d'enfant à aller dans les crèches pour pouvoir aussi voir ce que c'est tous les jours de s'occuper d'un enfant, de s'exercer à remplir des biberons pour voir ce que c'est que remplir des biberons et préparer de la panade pour pouvoir vraiment se mettre. Ça, c'est vraiment très très important. Quand dans tout, là on parle du désir d'enfant, mais c'est valable pour tout le reste du désir de la relation amoureuse. C'est qu'il faut que l'autre soit d'accord. Et ça, c'est un sujet vraiment important on essaye d'accompagner les personnes pour se rendre compte que c'est important de discuter de ça avec l'autre. Parce que parfois, on peut avoir des envies soi-même et l'autre, il n'a pas du tout envie. Et on ne peut pas le forcer. On ne peut pas le forcer à être amoureux, on ne peut pas le forcer à avoir envie de faire un bisou, on ne peut pas le forcer à avoir envie d'être touché sur la main ou d'être touché sur la poitrine ou des choses comme ça. Ça s'appelle le consentement. Et ça, c'est essentiel dans la vie relationnelle. Et encore plus, de manière plus précise, dans la vie amoureuse. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on est, dans le secteur du handicap, vraiment très très attentif. C'est de pouvoir expliquer le consentement. Il y a vos désirs à vous, d'avoir des droits pour soi, mais il faut respecter absolument le désir des autres. Alors,
les besoins sont en général s'expriment et les services essayent de les accompagner au mieux dans la notion de respect du droit et de voir quels devoirs sont impartis aussi. Alors, l'objectif des éducateurs, c'est d'accueillir ces besoins et de voir comment on peut les accompagner. Alors, tous les besoins ne sont pas réalisables, soit au regard du droit de la personne, et le rôle de l'éducateur va voir si on peut modifier ce droit. Je pense par exemple à des personnes qui avaient été mises sous administration de leur personne à la fin de leur adolescence, au début de l'âge adulte, par les parents, comme mesure de protection totale. Et puis, au fur et à mesure de la vie dans le centre, les éducateurs ont pu voir que cette personne, en fait, avait tout à fait la possibilité de décider par elle-même, mais qu'il y avait plein de choses qui étaient empêchées au regard de la loi, puisqu'elle avait été mise sous administration de sa personne. Et donc, les éducateurs ont accompagné cette personne pour pouvoir la sortir de l'administration de la personne, laisser l'administration des biens et de l'argent, mais sortir de l'administration de la personne pour pouvoir décider elle-même de où elle habitait, avec qui elle était en relation, et aussi de supprimer la médication qui avait été imposée à l'époque, suite à l'adolescence, où on avait installé une médication qui réfrénait tous les besoins d'ordre sexuel contre le consentement de la personne. Et donc c'est un jeu, c'est pas un jeu, mais c'est une équation parfois compliquée entre les désirs, les besoins, et le cadre légal qui existe, pour la personne, et le cadre que mettent les institutions dans ce qu'ils acceptent ou ce qu'ils n'acceptent pas. Et ça, on peut voir au niveau de l'évolution quand même de l'acceptation des institutions à pouvoir faire rentrer la vie relationnelle, surtout amoureuse et sexuelle au sein des institutions, une évolution vraiment importante. Moi, je travaille depuis 21 ans et donc je vois qu'il y a vraiment une évolution à ce niveau-là. Avant, on n'autorisait pas toujours les personnes à parler de leurs désirs. Maintenant, ce que tu expliques, c'est souvent discuté. Et les éducateurs n'ont plus du tout cette attitude de dire « Ah non, ça on n'en parle pas ». Les éducateurs, ils sont tous, pour la plupart maintenant, formés à l'EVRAS. Il y a plein de centres qui font des formations. Nous, au niveau du service phare, on a soutenu aussi plein de projets dans ce sens-là et on subventionne le centre de ressources issu du planning de la Fédération laïque des centres de planning familial, qui donne plein de formations EVRAS pour l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc, ils sont subventionnés pour ça. Ils subventionnent des cellules EVRAS dans des écoles primaires, dans des écoles secondaires et dans des institutions pour personnes adultes pour aller former directement les éducateurs, les enseignants à mettre en place une cellule EVRAS au sein de leur établissement, de pérenniser cette cellule EVRAS pour que tout le monde sache qu'il y a une attention, à la fois les familles mais les bénéficiaires, qu'il y a une attention portée sur cette thématique-là. C'est à la demande des institutions de pouvoir être financées pour ces projets-là. Et donc il y a des animateurs qui vont dans les centres et services qui leur demandent, on ne peut pas l'imposer. Mais je dois dire, au fur et à mesure des années,
il y a énormément d'éducateurs qui sont passés par ces formations-là. Dans les cursus maintenant des éducateurs spécialisés, la thématique de la vie affective, relationnelle et sexuelle est abordée systématiquement. Donc voilà, il n'y a plus moyen d'ignorer ça. Maintenant, je sais qu'il existe, en fonction de l'aspect de l'obédience de certaines institutions, il y en a qui sont beaucoup plus ouvertes à cette thématique-là que d'autres, et il y a des institutions qui disent ben non, pas de vie relationnelle, affective et amoureuse tant que vous n'êtes pas officiellement marié. Mais pour être officiellement marié, ben c'est compliqué, vraiment, et il y a plein de gens qui n'ont légalement pas droit à se marier officiellement. Donc voilà, donc c'est encore... il y a encore des freins quand même, mais il y a quand même beaucoup plus d'ouverture. Et au niveau des devoirs des personnes en situation de handicap, parce qu'on en parlait tout à l'heure, vous en parliez, les devoirs qu'il y a à respecter par rapport à ça, ben, c'est les notions d'intimité, c'est les notions de consentement. Et donc c'est vraiment important que tous les éducateurs forment les bénéficiaires à ce type d'attitude, de savoir-être et de savoir-faire, pour que tout se passe au mieux dans l'expression du besoin et du droit. Nous, on ne reçoit pas directement les besoins des personnes. Ça arrive via... dans les formations, ça arrive au centre de ressources plus particulièrement. On avait mis en place un comité d'éthique à un moment ou un autre en lien avec la vie affective et sexuelle, mais il n'y a pas eu énormément de demandes, donc on a arrêté ça parce que les demandes arrivaient plus par les éducateurs dans les formations. Nous, ce qu'on constate quand même, c'est une évolution vraiment importante au niveau des parents de personnes en situation de handicap, des parents de jeunes enfants qui maintenant considèrent ça comme effectivement un droit et un devoir, que les centres et services informent les bénéficiaires à ce niveau-là, et sont aussi eux-mêmes plus revendicateurs du droit à cette expression du désir et des besoins pour leur enfant qui grandit. Donc ça, c'est une évolution intéressante parce que on a vu quand même antérieurement qu'il y avait beaucoup de freins liés aux inquiétudes des parents de voir leur enfant devenir un adulte avec des désirs exprimés au niveau de la vie amoureuse et éventuellement au niveau de la vie sexuelle, parce que voilà, c'était de l'ordre de l'inimaginable et de l'impensable. Antérieurement, c'est fort lié aussi à l'histoire de la contraception. Maintenant, on est dans une contraception, on va dire, qui permet le plaisir. Et donc, du coup, l'accès au plaisir pour tous, c'est un droit. Et donc, dans ce cadre-là, on a vu les mentalités vraiment changer au fur et à mesure du temps. Les éducateurs aussi ont changé, sont devenus de jeunes éducateurs avec aussi une liberté personnelle par rapport à leur désir au niveau relationnel, affectif et sexuel. Et donc du coup, cette ouverture bénéficie aux bénéficiaires. Et alors, ce qu'on a vu aussi, une des craintes qui arrive systématiquement quand les institutions s'ouvrent à permettre une vie amoureuse et éventuellement sexuelle aux bénéficiaires, c'est de se dire mais si on ouvre à ça, ils vont tous être amoureux tout le temps, ils vont tous avoir envie de dormir ensemble, ils vont tous... En fait, non.
ils suivent leur rythme chacun, leurs besoins chacun, mais ceux qui ont des besoins vont pouvoir arriver à avancer dans ces besoins, mais ça ne va pas créer systématiquement de nouveaux besoins, clairement. Alors, au niveau des éducateurs, en général, ce qui se passe dans ces papillonnages, c'est de récupérer les pots cassés des amoureux ou amoureux déçus par le papillonnage de l'un ou l'autre. Et c'est cet accompagnement affectif qui est compliqué pour les éducateurs. Et c'est souvent ça qui est en jeu derrière. Et parfois, c'est entre guillemets plus facile, c'est moins de boulot, moins de souffrance, de dire ah non, voilà, soyez stable, ne papillonnez pas, mais ça répond pas aux désirs et aux besoins de certains, et donc c'est accompagné dans ces états émotionnels qui est parfois compliqué pour les éducateurs, ça c'est clair. C'est le temps que ça peut prendre aussi. C'est sûr que c'était plus facile quand tout, on va dire, était interdit, parce qu'il ne fallait pas non plus... alors, je ne dis pas surveiller, parce que ce n'est pas un bon mot, mais il ne fallait pas informer, du coup. Il ne fallait pas accompagner chez le gynéco. Il ne fallait pas faire toutes ces démarches de formation des bénéficiaires. C'est venu en plus. Chaque ouverture de droit et de devoir prend du temps éducatif en plus. C'est une réalité. Et le temps éducatif, il n'est pas augmenté pour autant. Et donc, aller conduire tel bénéficiaire dans l'institution qui est à 60 km parce qu'on n'a pas trouvé une amoureuse plus proche, c'est du temps d'éducateur pris aussi, et c'est pas valorisé. Et donc, c'est clair que tout ça, on va dire, ça fait partie des pressions en termes de temps de travail, où il y a parfois la facilité aussi de se dire, bah, non, du coup, on ne le fait pas. Et donc c'est important de faire remonter aussi au niveau des nouveaux besoins des bénéficiaires pour calculer ça en temps d'accompagnement. Et donc il y a l'aspect très normatif qu'on peut avoir en disant la vie amoureuse, c'est pas le papillonnage, c'est le mariage ou l'engagement à long terme. C'est l'aspect, on va dire, qui peut venir parfois heurter les sensibilités personnelles des professionnels. Et puis, il y a tout le temps d'accompagnement que ça prend aussi, qui n'est pas comptabilisé. Les freins sont parfois doubles. Moi, je fais partie du comité d'accompagnement à l'assistance sexuelle. Récemment, on a finalisé un texte à la fois entre Bruxelles et la région wallonne, parce qu'on a un service qui est agréé à la fois à Bruxelles et en région wallonne qui s'appelle Aditi et qui pratique l'accompagnement sexuel. C'est issu de Flandre au départ, hein. C'est la Flandre qui était en avance sur la région wallonne et la région bruxelloise par rapport à ça. Et pour l'instant, on a transmis ce texte aux autorités politiques, à la fois bruxelloises et wallonnes, pour qu'ils donnent leur accord sur le cadre légal, non, le cadre déontologique, on va dire, parce que légal, on n'y est pas, le cadre déontologique dans lequel on pourrait imaginer un agrément de ce type de service-là, pour qu'on puisse financer ce type de service. Pour l'instant, on finance en initiative, donc c'est-à-dire qu'au niveau du service phare, on a des budgets qui permettent de pouvoir financer ponctuellement des services qui se lancent. Est-ce que la personne c'est de remboursement de mutuelle. Non. Alors nous, on n'est pas là-dedans. On ne va pas demander un remboursement de la mutuelle puisque on est dans un cadre légal où ce sont des prestations sexuelles tarifées.
Les prestations sexuelles tarifées, c'est considéré à l'heure actuelle par la loi comme de la prostitution. Et donc là, par rapport à ça, on ne peut pas demander un remboursement de ce type de prestation. Par contre, nous, ce qu'on essaye de mettre en évidence, c'est de la nécessité de pouvoir former les accompagnants sexuels et de pouvoir offrir aussi aux bénéficiaires un encadrement de qualité dans le cadre de ces prestations d'accompagnement sexuel et que l'agrément ne touche pas du tout à la tarification quelle qu'elle soit, mais touche surtout au cadre pour s'assurer que cet accompagnement est fait de manière la plus qualitative possible. Parce que c'est une réalité. On trouve ça vraiment nécessaire de pouvoir apporter un accompagnement spécifique, très ciblé aux bénéficiaires avec des prestataires qui sont vraiment formés et à l'écoute des besoins qui ne sont pas toujours des besoins d'ordre génitaux. Il y a pas mal d'accompagnements sexuels qui se font plutôt dans le cadre d'une formation dans l'intimité à découvrir son corps, à découvrir du plaisir, à pouvoir se masturber sans se blesser, tous des actes qui ne seront jamais faits par des éducateurs, qui parfois étaient réalisés par des parents qui disent « mais non, moi je ne peux pas réaliser ces actes » et de ne pas aller vers la prostitution parce qu'il n'y a pas les mêmes garanties de traitement. Alors, il y a plein de prostituées, et hommes et femmes, qui sont magnifiques et qui font ça avec plein de cœur. Et dans les accompagnements sexuels, il y a des prostituées qui choisissent de se spécialiser pour l'accompagnement des personnes avec handicap. Mais il n'y a pas que des assistantes, des prostituées qui font ce type d'accompagnement sexuel. Donc oui, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Alors on en parle beaucoup parce que on est sur un sujet touchy éthiquement, on va dire, mais ça ne représente pas du tout la majeure partie des besoins des personnes en situation de handicap. On est vraiment dans quelque chose d'assez minime en termes de besoins, mais c'est de ça qu'on parle le plus parce que politiquement, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, c'est intéressant qu'on en parle aussi parce que ça met à jour les besoins de formation, les besoins de sensibilisation. Et donc voilà, Alors c'est quand même... Je trouve assez pertinent, non, ça c'est mon avis personnel en fonction de ce que je regarde, de mes observations. Moi je trouve ça très pertinent d'être dans un service de logement accompagné pour garder la possibilité de pouvoir avoir quelque part cette notion de parents qui éduquent leur enfant et qui créent une famille ensemble. Et au sein d'un centre, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué, sauf si c'est vraiment des logements individuels avec comme un service qui viendrait vraiment superviser de temps en temps comment ça se passe pour les familles accompagnées. À l'heure actuelle, on est en déficit de place pour les bénéficiaires eux-mêmes. Il y a des listes d'attente gigantesques, il n'y a pas assez de structures. Pour les adultes, c'est une catastrophe. Je trouve en Belgique, c'est une catastrophe quand il y a besoin des encadrements journaliers, jour et nuit, on va dire. Et donc,
rajouter ça dans ce circuit institutionnel, ce n'est à l'heure actuelle pas possible. Il faudrait qu'on soit, pour moi, déjà à jour dans les besoins d'encadrement au quotidien des bénéficiaires, ce qu'on n'est pas du tout. Et donc, développer ça, en plus, à l'heure actuelle, voilà, ça n'a pas... pour moi, ça ne peut pas être une priorité au regard du manque de structures qu'il existe pour les adultes. Et quand même aussi un développement d'un certain type d'autonomie qui va avec le fait de s'occuper d'un enfant, où on peut se faire aider de temps en temps pour préparer les repas ou pour des choses comme ça, mais où il faut quand même soi-même pouvoir développer des compétences de s'occuper de quelqu'un d'autre.